Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission reprend donc ses travaux. Cet après-midi, nous entendrons l'Association humaniste du Québec, Mme Jocelyne Robert et M. Ghislain Parent. J'invite donc les représentants de l'Association humaniste du Québec à nous présenter leur mémoire en vous mentionnant que vous disposez d'un délai de 10 minutes pour la présentation de votre mémoire et suivra après ça l'échange avec les parlementaires. Alors, à vous la parole en présentant la personne qui vous accompagne. Le micro fonctionne? Le micro fonctionne? Oui. Merci. Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous avoir invités. Je suis Michel Virard, président de l'Association humaniste du Québec, un organisme de bienfaisance reconnu dont la mission est le développement de la pensée critique au sein de la population du Québec. Notre association veille également à défendre les droits des libres penseurs, athées et agnostiques et personnes sans affiliation religieuse déclarée et qui représentent le second groupe de convictions religieuses en importance au Québec, avec au dernier recensement plus de 400 000 personnes. L'AHQ a été fondée en 2005 par Bernard Cloutier, ingénieur, Normand Baillargeon, professeur, et moi-même. En dépit de la Révolution tranquille et de la déconfessionnalisation du réseau scolaire, les athées et agnostiques du Québec sont toujours considérés par tous les paliers de gouvernement comme des citoyens de seconde catégorie, la préséance étant toujours donnée implicitement aux citoyens ayant ou prétendant avoir une foi dans une divinité. Par exemple, plusieurs conseils municipaux forcent les athées à révéler leurs convictions intimes en public, ce qui, sous d'autres cieux, serait considéré comme une faute très grave, mais continue d'être considéré ici comme allant de soi. Autre exemple, les assermentations où les greffiers continuent de proposer un livre sacré en dépit de la loi et forcent donc la personne assermentée à révéler, là encore, sa conviction intime en public. Autre exemple, les propos publics d'un fonctionnaire au ministère de l'Éducation déclarant que si le cours éthique et culture religieuse ne mentionne pas les athées, c'est parce que le terme est trop négatif. Plus récemment, la décision du directeur de l'État civil de ne pas nous permettre de célébrer des mariages humanistes reconnus par l'État civil, tels que ceux pratiqués par d'autres organisations à caractère religieux, est là encore la manifestation d'une discrimination discrète mais efficace. Nous avons donc décidé de joindre nos forces avec d'autres mouvements et nous avons ainsi cofondé le Rassemblement pour la laïcité, désormais célèbre, avec plus de 61 610 signatures en faveur de la Charte de la laïcité à 12h20 aujourd'hui. Depuis 2010, nous avons produit plusieurs documents de travail sur la laïcité. La dernière mouture a été réalisée par Lynne Jubinville, ici présente. Madame Jubinville est informaticienne et secrétaire de l'Association humaniste. Le mémoire dont vous avez pris connaissance pour un État véritablement laïque est en très grande partie l'œuvre de Daniel Barry, porte-parole de l'AHQ, anthropologue, auteur et co-directeur avec Daniel Turp de l'ouvrage collectif pour une reconnaissance de la laïcité au Québec. Je lui laisse la parole. Daniel. Merci. Alors, vous notez, Monsieur le Président, qu'il y a eu erreur dans la présentation des personnes dans l'ouverture de la commission. Les noms que vous avez mentionnés ne sont pas nous. Oh, je n'ai pas mentionné de nom, j'ai demandé de vous présenter et les personnes qui accompagnent, je n'ai mentionné aucun nom. D'accord. Alors, il n'y a pas pu y avoir d'erreur. Allez-y, monsieur. L'Association humaniste du Québec appuie globalement les objectifs du projet de loi 60 et ses principales dispositions, notamment l'interdiction des signes religieux ostensibles de la part de tous les employés de tous les organismes publics. On note que le projet de loi parle de restreindre les signes religieux à caractère démonstratif. On aurait préféré peut-être qu'ils interdisent tous les signes religieux visibles, comme c'est le cas par exemple en France. Ça nous a apparu plus conforme à la laïcité, peut-être plus simple d'application, mais on accepte qu'il s'agit ici d'un compromis acceptable de n'interdire que les signes ostentatoires, donc les signes visibles peuvent être autorisés par la loi. À peu près tout a été dit jusqu'à maintenant sur les différents arguments à l'appui de cette interdiction. On voudrait quand même attirer l'attention sur certains des arguments qui ont été insuffisamment défendus à notre avis. Notamment, il s'agit de défendre, de protéger la liberté de conscience de l'usager d'un service public, dans le cas du service public, dans le cas de la laïcité, qui a préséance sur la liberté d'expression religieuse de l'employé.
On a entendu plusieurs fois que l'interdit des signes religieux privilégie les religions discrètes ou les athées. On ne comprend pas d'où vient tel argument qu'on a même lu dans le rapport Bouchard et que le jeune Barrault a défendu. En fait, il nous apparaît que c'est l'inverse. C'est la permission d'afficher ostensiblement ses convictions religieuses qui privilégie les croyants qui décident de s'afficher de telle sorte. Et il y a alors là, on crée une surenchère. Tout le monde peut afficher ostensiblement ses convictions, y compris les croyants discrets, y compris les athées. Alors, on demande, nous, la même petite gêne à tout le monde. L'identité profonde, est-ce que l'identité profonde construite sur des référents religieux est plus profonde, plus sincère, plus authentique que l'identité construite sans référence religieuse? Alors, on ne voit pas pourquoi la première serait plus fondamentale en droit que la seconde. C'est indéfendable philosophiquement et psychologiquement. En droit international, on a dit que la charte proposée risque de ne pas rencontrer, de se heurter au droit international. Même le Barrault, ça dans son mémoire, en disant que la démonstration n'a pas été faite. Il y a de la jurisprudence internationale sur le sujet de la Cour européenne des droits de l'homme qui autorise l'interdit de signes religieux au nom de la laïcité. On a des exemples, on a un annexe à notre mémoire à ce sujet. On a par contre plusieurs correctifs à proposer, notamment sur la définition de la laïcité. On trouve que le caractère n'est pas suffisamment affirmé dans le projet de loi. Il est mentionné dans le préambule, on y fait allusion dans l'article 1, mais on a l'impression que la laïcité est conçue comme un élément intrinsèque de l'État. Alors, c'est pas le cas. On propose un amendement, une reformulation du préambule et un nouvel article 1 qui dirait que l'État est laïque. Il faut l'affirmer clairement dans un article de la loi. Et en vertu de ce caractère, légifère indépendamment des religions et des croyances religieuses, nul ne peut porter atteinte à cette laïcité qui s'étend également aux institutions publiques et services publics. L'actuel article 1 nous pose problème. On ne voit pas pourquoi on mentionne dans l'affirmation de la laïcité. On ajoute les éléments emblématiques du patrimoine culturel et du parcours historique du Québec. On craint que ça puisse servir à maintenir des pratiques contraires à la liberté de conscience, comme les prières dans les assemblées municipales. On pense que l'interdit des signes religieux dans le milieu scolaire devrait également s'étendre aux élèves. Vous avez entendu ce matin là, des cas où on fait jurer des jeunes filles de 8 ans qu'elles vont porter le voile à la vie. On a d'autres exemples de ce type-là. En fait, il y a même de l'intimidation entre élèves qui portent et qui ne portent pas le voile dans les écoles. Alors, on voudrait donner un environnement éducatif à ces élèves exempt de toute pression de conviction religieuse, parce que les religions, en fait, enseignent des choses qui sont contraires aux valeurs qu'on retrouve dans nos chartes des droits et libertés. On pense également que la loi devrait recourir à la clause dérogatoire. Ça a été mentionné, on le répète, parce que, d'une part, la Constitution canadienne n'a pas de principe, le principe de la laïcité dans ses articles. Non seulement elle ne l'a pas, mais elle est fondée dans le préambule sur la reconnaissance de la suprématie de Dieu. Et elle est interprétée en fonction du multiculturalisme canadien et toute la jurisprudence va dans ce sens. Alors, on craindrait de perdre un 5 ans ici si la clause n'était pas incluse dans le projet. Il y a plusieurs omissions également et on propose que se crée un comité de travail, une table quelconque, qui aurait pour fonction de ramasser tout ce qui a été laissé en plan, parce que la laïcité, ça ne se limite pas au seul interdit des signes religieux de la part des fonctionnaires. Il y a 1001 autres choses. On comprend que l'ensemble de la question ne pouvait pas être réglé dans une seule et même intervention. C'est un long processus, c'est une question complexe et qui est toujours à remettre au goût du jour. On le voit en France, le débat se poursuit. Donc, un comité qui verrait à faire le tour de la question. Ce qu'on énumère ici dans notre mémoire, rejoint un peu ce que Guy Rocher proposait hier, c'est-à-dire un conseil de la laïcité qui pourrait avoir pour mandat d'examiner tout ce qui reste. Et une des principales omissions dans le projet, c'est qu'on ne règle pas la question des prières municipales. Même si la cause est portée devant la Cour suprême, rien n'empêche le gouvernement de légiférer et de mettre clairement dans le projet de loi un article qu'on propose ici. Les organismes publics ainsi que l'Assemblée nationale ne peuvent tenir d'activités à caractère religieux et sont exempts de symboles religieux autres que ceux faisant partie de l'architecture des édifices construits avant l'adoption de cette loi. Ça dispose en même temps de la question du crucifix de l'Assemblée nationale, qui est un symbole de non-laïcité de l'État. On a voulu, par l'installation de ce crucifix en 1936, marquer l'alliance entre l'Église et l'État. Alors,
il y a une distinction peut-être à faire entre ce crucifix et la mention au Salon Rouge là, du Émondrec, qui fait partie de l'architecture, qui est une gravure. On pense qu'il y a une certaine distinction à faire entre les deux. Un autre cas, M. Virard en a fait allusion, une omission importante. Le Code civil permet aux représentants d'associations religieuses de remplir le rôle de fonctionnaire de l'État pour remplir des registres civils de mariage. Cette demande est refusée à des associations comme la nôtre. Alors, il y a une discrimination sur la base de la conviction en matière de religion. On a une plainte devant la Commission des droits de la personne sur cette question qui est maintenant à l'étape d'enquête. Ça aurait pu aussi faire l'objet d'une inclusion dans le projet de loi. On pourrait le régler par règlement facilement. Oui, que la 10 minutes est écoulée. D'accord, merci. Et tous les autres éléments, donc, oui, on confie au comité d'études, au Conseil de la laïcité. Merci. Avec les échanges, juste vous mentionner pour la question que j'ai soulevée au début, c'est les noms que j'ai mentionnés au début, ce sont les personnes qui vont vous suivre et non ceux qui... Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup d'être là, tous les trois. À la page 3 de votre mémoire, vous soulignez que l'Association du Jeune Barreau de Montréal a laissé entendre, et je cite, que l'interdit des signes religieux créerait un déséquilibre au profit de l'athéisme. Et vous rejetez donc cette prétention. Vous dites que, je cite, « l'acceptation de l'affichage religieux ostentatoire privilégie certaines religions au détriment d'autres religions et d'autres convictions, dont l'athéisme, si je comprends bien. » Est-ce que vous pourriez élaborer un peu là-dessus, développer un peu cette idée? Ben, c'est qu'ici, on fait... le jeune barreau semble... Et c'est un argument qu'on entend fréquemment. On semble faire une association entre laïcité et athéisme. Moi, je regarde là, tout le tour de la table, personne n'a de signe religieux ostentatoire. Et ça ne crée pas une ambiance d'athéisme, là. Je ne peux pas voir, moi, qui est croyant, qui est athée, qui est chrétien, musulman, juif ou agnostique. Donc, on ne privilégie pas l'athéisme en demandant de ne pas afficher ses convictions. Si on veut afficher si on veut privilégier l'athéisme, là, nos amis du SPQ Libre ce matin nous ont volé le scoop du T-shirt. C'est la journée des T-shirts. Si on veut privilégier l'athéisme, mais on va accepter que des fonctionnaires portent des médecins, des enseignants portent des T-shirts, c'est celui de l'association humaniste. Dieu n'existe probablement pas. Profitez de la vie. Il y en a des plus expressifs que ça. Je suis athée. Libérez-vous de la religion. Voilà, si on acceptait les signes religieux, il faut aussi accepter ça. C'est pas ce qu'on demande. Moi, j'ai un insigne ostensible, non pas ostentatoire, de l'humanisme. Je travaillais dans un milieu aussi libéral qu'une université comme journaliste et je ne le portais pas, parce que même si mes convictions étaient de notoriété publique, parce que ce n'est pas la place pour le faire. On demande la même petite jointe. On ne privilégie pas les croyants discrets. Les chrétiens pourraient facilement se mettre à afficher ostensiblement leurs convictions. C'est très facile de porter des croix sur du mentionné ou d'afficher « je suis chrétien, je suis catholique » ou porter un béret blanc. OK. Comment vous réagissez lorsque vous entendez des propositions qui sont à l'effet que la neutralité religieuse n'interdise le port de signes religieux que pour certaines fonctions et non pas pour l'ensemble des agents de l'État tel que nous le définissons dans le projet de loi? Parce que, bon, vous savez, autour de la table, on est plusieurs formations politiques. Il y en a qui disent, bon, mais ça devrait être seulement les agents coercitifs. D'autres disent c'est les agents coercitifs plus les enseignants. D'autres disent, ben écoutez, on devrait interdire le niqab, la burqa, le tchadar, sans voter de loi pour autant, mais on ne devrait pas les permettre. En fait, c'est ça. Ils disent pas on devrait les interdire, mais on ne devrait pas les permettre, puisqu'il n'y a pas de loi qui accompagne cette restriction. Et puis, par ailleurs, ils disent, dans le cas des policiers et des agents de détention, ça devrait être au cas par cas. Et pour tous les autres, ça devrait être permis, y compris les juges. Alors, vous voyez, ça, c'est une autre proposition. Nous, la position est claire. On dit, si tu travailles pour l'État, tu ne devrais pas pouvoir afficher tes convictions religieuses. Alors, comment vous
Comment vous réagissez quand vous entendez des propositions comme ça qui segmentent, dans le fond, la proposition de neutralité religieuse, y compris en matière d'apparence, en matière de port de signes, selon les fonctions? On pense que ça créerait plus de problèmes que ça n'en résoudrait. On créerait de l'inégalité entre les employés de l'État. Il y a sûrement des personnes aussi qui changent de fonction sans être dans des petites institutions, établissements, organismes publics. Il y a des gens qui remplissent différentes fonctions par des remplaçants, par exemple. On créerait du droit différent en fonction du poste qu'on occupe. Non, on pense que c'est pas la bonne solution. Et qui a un poste en autorité, qui n'en a pas? On pense que tous les fonctionnaires remplissent un poste d'autorité, appliquent la loi. Si moi je me présente au bureau de l'assurance automobile, mon dossier est incomplet, bien le fonctionnaire il est obligé de me refuser. Il applique la loi. Il a une autorité sur moi. Quelqu'un a mentionné cette semaine les inspecteurs de l'impôt, par exemple. Tout fonctionnaire a un rôle d'autorité. Donc, la loi s'applique également à tout le monde. On ne va pas grader la laïcité, même si le fait n'est pas nécessairement le même partout, mais la laïcité s'applique à tout le monde. Par ailleurs, vous avez fait référence dans votre mémoire, ou en tout cas certainement dans votre présentation, vous avez parlé, je cite, là, de l'intimidation dans les écoles. Oui. Vous avez semblé faire référence à des cas spécifiques, des cas concrets. Oui. Là. On nous a signalé de l'intimidation entre jeunes filles. Quand vous dites « on nous a signalé », qui ça? Des parents et des enseignants. Ou en fait, des jeunes filles voilées qui intimident des jeunes filles non voilées, en les traitant de salopes et de putains. C'est les mots qui ont été cités par des enseignants. Et ces qualificatifs-là ne s'adressent pas seulement aux jeunes musulmanes, s'adressent à toutes les femmes non voilées. Marie, vous pesez l'importance des mots, là. Pour que vous l'utilisiez comme ça dans une commission comme la nôtre, j'espère que vous avez plusieurs cas là, qui vous permettent d'affirmer d'une façon aussi catégorique que ces mots-là sont utilisés. Là. On a un témoignage d'un enseignant témoin de ces échanges entre élèves et de parents qui rapportent que leurs filles se font harceler de cette façon. Madame Fouretti vous a donné des exemples également hier ou avant-hier du serment qu'on fait faire à des jeunes filles de ne jamais enlever leur voile. Un autre enseignant m'a signalé le cas d'une jeune fille qui est arrivée dans sa classe un beau matin voilée. Alors il me demande « Mais pourquoi tu caches tes cheveux? Ils sont beaux tes cheveux? » Avec son jeune frère, c'est le jeune frère qui répond. Il dit « Parce que si elle l'enlève, elle va être impure. » On a eu des cas de tchador chez des élèves dans une école à Laval il y a déjà une dizaine d'années. École publique. Ah. Oui, chez des jeunes adolescentes de 13-14 ans. Ça, c'est des parents ou des enseignants, qui connaissent qui connaissent l'existence de votre organisme et qui vous appellent ou qui vous envoient des courriels. C'est bien documenté. Qui sont membres de groupes qu'on rencontre. On a des débats sur ces questions-là, l'Association humaniste, au mouvement laïque, rassemblement. Il y a des parents dans ces groupes-là qui nous rapportent ces témoignages-là. Moi, oui, excusez-moi de vous interrompre. Le cas de l'enseignant et de la jeune fille dont la réponse est donnée par le jeune frère, si elle enlève son voile, elle va être impure. C'est dans un débat public là, qu'on m'a apporté ce... C'est une école primaire ou secondaire? Primaire, à Montréal. Et alors, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là quand on porte à votre attention des cas comme ceux-là? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, ce sont ces cas qui nous amènent à dire qu'il faut aussi inclure les élèves des écoles primaires et secondaires dans l'interdit de signes religieux ostensibles. Là, on parle de voile. Mes exemples sont sur le voile. Des jeunes garçons sikhs qui vont finalement s'interdire eux-mêmes certains sports à l'école pour choisir le turban. Alors, on les exclut de la natation ou au hockey s'il faut porter des casques. Ces choses-là sont dans les écoles. Vous écrivez dans votre
dans votre mémoire, à la page 4, vous mentionnez qu'à votre avis, restreindre l'interdit quant au port de signes religieux à certaines fonctions bien précises réduit, je vous cite, réduit la laïcité à un principe d'autorité policière et crée des inégalités de traitement. Qu'est-ce que vous voulez dire par inégalité de traitement? C'est ce que je répondais tout à l'heure. Une égalité de traitement, certains pourraient afficher leurs convictions religieuses, d'autres pas. Donc, il y a une inégalité de traitement. Vous voulez dire entre certaines fonctions et d'autres, là? Voilà, oui. Donc, il y aurait des fonctions où on pourrait... On pense que la laïcité, c'est pas une question de répression ou d'autorité policière. C'est un mode de gestion de l'État et des religions. Donc, police ou pas. C'est que tous ceux qui en font... Après, vous parlez d'inégalité de traitement. C'est à tout fin pratique une inégalité de droit, parce que ce serait possible pour certains agents de l'État d'afficher leurs convictions religieuses, et pour d'autres, ce ne le serait pas. Hein, c'est le sens de ce que veut dire notre phrase. Et ceux qui en font une question d'autorité coercitive, c'est qu'ils refusent le principe de la laïcité, parce qu'ils ont besoin d'une autre raison que la laïcité pour accepter l'interdit du signe religieux. Soit que c'est la police, soit qu'il y a une fonction enseignante pédagogique. Et quand il n'y a pas ces fonctions-là, là, on dit qu'il n'y aura pas d'interdit. Donc, c'est qu'on refuse le principe de la laïcité comme étant un élément légitime pour interdire les signes religieux. Ces gens-là l'acceptent en principe, mais ils refusent la pratique. C'est une laïcité chimérique. Et je répète aussi que l'exemple de la France nous montre que là-bas, on interdit même les signes religieux visibles. C'est ce que tu as de... Michel connaît plus. Sur les... Situation française. C'est tous les signes religieux, y compris ceux qui ne sont pas ostentatoires, mais simplement ostensibles, sont interdits aux fonctionnaires. Et ça date depuis longtemps. C'est de 1905 en France. Ouais. Et la laïcité aussi, j'oublierais, il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément contre les religions. Dans les procès qui ont eu lieu en France au sujet de la laïcité de l'État, en particulier, il y a eu des procès assez célèbres au début du XXe siècle où c'était des instituteurs qui étaient réprimandés, en fait, pour avoir imposé des dictées athées et anticléricales à leurs élèves. Vous voyez que ça joue dans tous les sens. La laïcité, c'est aussi la protection des gens qui ont une option religieuse, et c'est simplement le retrait du religieux de l'État. Là, il me reste seulement 8 minutes. Je veux parler un peu du droit international. Je veux parler également des universités et des cégeps. Je veux vous entendre là-dessus. Mais parlons un peu du droit international, parce que vous soulevez cette question-là dans votre mémoire, et ce n'est pas un aspect qu'on a beaucoup fouillé jusqu'à maintenant dans cette commission. Dans votre mémoire, donc, vous parlez de l'arrêt d'Alab contre la Suisse, dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme a validé une interdiction faite à une enseignante de porter le voile dans le cadre de son enseignement à l'école primaire. Alors, dans cette décision, à la page 12, on dit, alors je cite là, c'est un extrait de cette décision, donc de la Cour européenne, là, la Cour européenne des droits de l'homme, là. Alors, je cite donc un extrait de la décision. « Comment, dès lors, pourrait-on, dans ces circonstances, dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard, dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le tribunal fédéral, je pense qu'on parle du tribunal fédéral de la Suisse, est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Partant, en mettant en balance le droit de l'instituteur de manifester sa religion et la protection de l'élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que dans les circonstances données, et vu surtout le bas âge des enfants dont la requérante avait la charge en tant que représentante de l'État, les autorités genevoises, donc les autorités de Genève, n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et que donc la mesure qu'elles ont prise n'était pas déraisonnable. Cette mesure étant, bien entendu, l'interdiction de porter le foulard islamique donc dans la salle de classe. La Cour est d'avis que la mesure litigieuse s'analyse en une mesure justifiée dans son principe,
est proportionnée à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique. En conséquence, la Cour est d'avis que l'interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement constituait une mesure, je cite, « nécessaire dans une société démocratique ». Ça, je trouve ça intéressant, évidemment, parce que ça répond, je pense, à tout le moins, à certaines critiques qui ont pu être adressées envers le projet de loi 60, à l'effet que les tribunaux allaient nécessairement le disqualifier. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a du droit international qui existe et qui justifie, dans une société libre et démocratique, des restrictions en matière de port de signes religieux. Autre extrait que je veux porter à votre attention, toujours donc cette décision-là, la Cour relève en l'espèce que l'interdiction signifie à la requérante de ne pas revêtir dans le seul cadre de son activité professionnelle le foulard islamique. Alors j'insiste là-dessus, là. Dans le seul cadre de son activité professionnelle, ce qui est prévu par le projet de loi 60, soit le port du foulard islamique, ne vise pas son appartenance au sexe féminin, mais poursuit le but légitime du respect de la neutralité de l'enseignement primaire public. Une telle mesure pourrait également s'appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession, dis-je bien. La Cour en déduit qu'il ne saurait s'agir en l'espèce d'une discrimination fondée sur le sexe. Alors, je pense que tout est dit. Ce n'est pas nécessaire d'en rajouter, mais je trouve ça très intéressant que vous ayez porté cette décision-là à notre attention. Ça nous donne l'occasion d'en prendre connaissance, tout le monde ensemble. Parlons maintenant des universités et des cégeps, si vous me le permettez. Parce qu'il y en a qui demandent déjà une exception pour les universités et les cégeps au nom de la liberté académique, au nom de l'autonomie également des institutions d'enseignement postsecondaire. Réaction. En fait, je pense que ça a bien été débattu hier avec Martine Desjardins et puis Guy Rocher. La liberté académique, en fait, c'est la liberté d'examiner la discipline de sa spécialité. C'est la liberté du chercheur et non pas le droit d'exprimer son opinion religieuse ou d'exposer constamment ses convictions religieuses qui ne sont pas en rapport avec la discipline d'expertise du professeur. Ça, c'est assez clair. Pour vous, c'est clair. Ça doit s'appliquer au cégep et aux universités. Exactement. Oui. Bon. Tout à fait. Vous parlez également du retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. Si je vous comprends bien, vous souhaiteriez que ce retrait-là soit prévu par le projet de loi, sauf que vous êtes conscient du fait que c'est une décision qui n'appartient pas à l'exécutif, qui n'appartient pas au gouvernement. C'est une décision qui appartient au législatif, donc à l'ensemble des législateurs, des élus, des députés donc, qui siègent à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'on a prévu dans le projet de loi qu'au terme de l'adoption de la charte, que cette question-là soit discutée au bureau de l'Assemblée nationale où sont réunis tous les partis reconnus. On sait déjà que nos collègues d'en face, le Parti libéral, va s'opposer à ce déplacement donc du crucifix de la Chambre d'Assemblée à un autre endroit dans le Parlement. La CAQ est en réflexion là-dessus et Québec solidaire est plutôt favorable, est favorable. Vous êtes conscient que ça ne nous appartient pas qu'à nous, là, ça n'appartient pas qu'au gouvernement. On veut surtout un résultat. Il y a peut-être des technicalités là, qui nous échappent, mais je sais que l'ancien ministre de la Justice, Paul Bégin, récemment, s'opposait à cette façon de procéder. Il disait que ça ne devait pas relever du bureau de l'Assemblée nationale, mais que ça pouvait aussi être réglé par la loi. Il y a peut-être de la technicalité, là, comme je vous dis, qui nous échappe. Mais ça pourrait être voté par une motion au Parlement aussi. Là. Quand je dis que ça appartient aux législateurs, nous, on suggère dans le projet de loi un moyen, un forum, une table où ça pourrait être discuté. Mais effectivement, ça pourrait carrément être voté par l'Assemblée nationale. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça n'appartient pas à l'exécutif. C'est une décision qui doit être prise par l'Assemblée, puisque c'est un symbole qui appartient à l'Assemblée. Y a-t-il eu une motion pour l'afficher? Il y a eu une motion au terme du dépôt du rapport Bouchard-Taylor. Il y a eu une motion qui a été adoptée, déposée par le précédent gouvernement, pour que le crucifix
C'est en place, oui, effectivement. Mais pas quand il a été installé. Ah, ça, je pense pas, non. Mais là, c'est 1936, Mais je crois pas qu'il y a eu de décision formelle de l'Assemblée pour accrocher le crucifix à cet endroit. Il me reste, je pense, très peu de temps. Hein? À peu près 1 minute. Oui. Bien, écoutez, juste sur je vous dirais, le débat actuellement que nous avons au Québec, certains disent c'est trop polarisé. Dans le fond, ils souhaiteraient que ce débat-là se termine le plus rapidement possible. Moi, je suis plutôt d'avis, nous sommes plutôt d'avis que c'était un débat nécessaire, qu'il fallait faire et que ce que nous proposons, c'est très important pour maintenant et pour l'avenir. J'aimerais vous entendre, je vous dirais, sur la nécessité d'agir, là. À court terme. La nécessité d'agir est pour nous évidente. Chaque année qui passe permet l'implantation de pratiques qui seront d'autant plus difficiles à éradiquer qu'elles auront été en pratique pendant longtemps. Il y a des choses qui ne devraient pas exister et qui existent, nous le savons, et le débat est nécessaire. Il est illusoire de croire qu'on va pouvoir balayer ce genre de problème sous le tapis. Je pense que ça, c'est l'illusion totale. Et j'ai rien d'autre à rajouter. C'était tout le temps qui était à la disposition du parti ministériel. Alors maintenant, je reconnais le député de Lafontaine, je crois. Allez-y. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Virard, Monsieur Barry, Madame Jubinville. Merci pour votre temps, d'avoir pris le temps de rédiger un mémoire. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Barry et Monsieur Virard dans une rencontre qu'on avait eue, je crois, à l'automne. Puis ça avait été, même si on ne partage pas les mêmes opinions, une rencontre, je pense, sereine, intelligente, bon débat. Et je pense, comme vous le dites, c'est important d'avoir le débat. Et chose certaine, j'aimerais vous poser quelques questions pour les 16 minutes dont nous avons. 16 minutes, c'est quand même assez court, alors je vais essayer de gagner en efficacité. Premier élément, on parlait du crucifix à l'Assemblée nationale. C'est le 22 mai 2008. Et je vais vous lire la motion qui a été, on me confirmera, adoptée à l'unanimité. Alors, en 22 mai 2008, à l'unanimité, il a été convenu à l'Assemblée nationale, réitère sa volonté de promouvoir la langue, l'histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique représenté par le crucifix de notre Salon Bleu et nos armoiries ornant nos institutions. Fin de la citation de la motion. Encore une fois, ça fait à peine un peu plus de 5 ans, adopté à l'unanimité, incluant évidemment à l'époque les députés du Parti québécois. Vous avez soulevé peut-être l'importance de le mettre dans la loi, comme plutôt que de pelleter ça, en guillemets, au bureau de l'Assemblée nationale. À tout le moins, ce serait un élément où il y aurait davantage de clarté et les positions de tout un chacun pourraient se faire, j'aimerais vous entendre là-dessus, pourraient se faire connaître plutôt que de dire, comme le dit le gouvernement du Parti québécois, ça, on aimerait ça, le retirer, mais ce sera plus tard, d'avoir le courage de le mettre dans la loi. Écoutez, je pense que ce qui nous intéresse, nous, c'est le résultat. On est pragmatique. La méthode qui permettra de ranger ce crucifix à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire dans un musée, c'est à vous de la décider, ce n'est pas à nous d'en décider, mais nous pensons que le plus tôt sera le mieux et que tout retard a un effet négatif sur la proposition de loi 60 et que donc pour nous c'est important que ce problème soit réglé au plus vite. Puis je vous remercie pour votre réponse, puis je vous remercie parce qu'il y aura plusieurs petites questions comme ça. Vous parlez également de l'article 11 qui met fin, sauf dans 2 exceptions, aux services spirituels. On peut parler des aumôniers. Là, je pense que c'est davantage parlant chez les gens qui nous écoutent. De mémoire, donc l'article 11 retire et interdit, comme corrige chez Gétard, ces services d'accompagnement spirituel, sauf dans 2 cas. En prison, donc services correctionnels dans le premier cas, et dans le deuxième cas, pour les établissements de santé et services sociaux. Dans les autres cas, le projet de loi 60 du Parti québécois ferait en sorte, entre autres, que l'aumônier de la Ville de Québec serait
serait dorénavant interdit. Et en ce sens-là, on a entendu, entre autres, le maire de Québec qui disait « on a un aumônier à la ville et on va le garder ». Il y en a qui ont un psychologue. Nous, on a un aumônier qui s'occupe des âmes. Et plus loin, il parlait du fait, on parlait de l'abbé Roy, 52 ans, soutient les employés de la ville de toute confession et il intervient tout particulièrement dans des moments difficiles comme des catastrophes, des accidents, des incendies et des deuils. Parti québécois veulent le retirer, ne veulent plus d'aumônier dans la ville de Québec malgré les effets bénéfiques. Vous voulez faire en sorte que les 2 exceptions qui étaient conservées soient balayées du revers de la main. Honnêtement, quel problème on essaie de régler ici? Il y a erreur sur les intentions. Il ne s'agit pas nécessairement d'enlever qui que ce soit. Il s'agit de s'assurer que ceux qui payent pour ce genre de service soient de la même confession. C'est tout. Alors, si vous voulez un chapelain, puisque c'est de ça qu'on parle, je pense, qui soit de confession catholique romaine, on n'a pas d'objection, mais à condition que ce soit des catholiques romains qui payent pour, pas nous, c'est tout. Si la ville et si les autres confessions n'ont pas les moyens, ne peuvent pas, bien que la ville ne puisse pas, clairement, dit autrement, que la ville ne puisse pas retenir ses services, pour que ce soit clair. C'est pas à la ville, c'est-à-dire aux payeurs de taxes en général, de fournir un soutien qui soit aussi coloré de façon religieuse que ce genre de choses. C'était valide il y a un siècle, mais plus maintenant. On a cité un peu plus tôt, c'est intéressant, l'ancien ministre de la Justice du Parti québécois, Paul Bégin. Dans le contexte du crucifié, on vient d'en toucher mot. Il aura l'occasion de venir témoigner, comme vous, que selon lui, et je veux bien voir qu'on a des divergences d'opinion, vous et moi et Paul Bégin, mais vous rejoignez sur un élément important, c'est que ça prendrait une clause dérogatoire. Autrement dit, comme Paul Bégin, vous aimeriez que le gouvernement, vous, aille plus loin, mais au moins le projet de loi 60, vous aimeriez que ce soit un pas qui soit fait, mais vous voyez également l'importance et l'aspect central qu'il devrait y avoir une clause dérogatoire parce que ce serait contestable en vertu de la Charte canadienne et québécoise. Je vous rappelle que la Charte canadienne n'a toujours pas été signée par le Québec. C'est quelque chose qui a été imposé de l'extérieur. Et à cet effet, nous avons des doutes, si vous voulez, sur sa légitimité. Pas sur sa légalité, mais sur sa légitimité. De cette façon-là, la seule façon de contourner ce genre d'obstacle, c'est de donner le pouvoir politique à ceux qui ont le pouvoir politique et non pas aux juges. Excusez-moi, allez-y, M. Barry. Oui, par ailleurs, ce que ceux qui prétendent là, que ça ne passe pas le test de la Charte, ce qu'ils ne disent jamais, c'est que dans toute la jurisprudence canadienne de la Cour suprême, il n'y a pas une seule ligne sur l'interdit des signes religieux dans la fonction publique. Une cause comme telle, une telle cause n'a jamais été soumise à la Cour suprême. Et même si elle l'avait été, ça n'a jamais été analysé en fonction du principe de laïcité de l'État. Donc, il y a peut-être une zone là où il y a une possibilité de passer dans les mailles, mais c'est joué risqué, je pense. Est-ce que c'est joué risqué? C'est un débat d'experts. Il serait regrettable si on perdait 5 ans et qu'on recommençait un autre projet de loi parce que ça se serait heurté. La Constitution n'a pas été signée par le Québec, il n'y a pas de honte. Et d'ailleurs, la clause dérogatoire a été vantée par Jean Chrétien comme étant un succès là, de l'équilibre des pouvoirs entre le juridique et le politique. Donc, utilisons-la. Utilisons-la, elle est là pour ça. Sans tomber dans un débat, là, parce que ce ne serait pas un débat juridique sur la jurisprudence et du Québec et évidemment de la Cour suprême, Cour du Québec, Cour d'appel. Quant à la possibilité, on a vu les avis du barreau de la Commission des droits, chose certaine, vous le souhaitez, la clause dérogatoire, Paul Bégin également. Pourquoi le gouvernement n'entend pas raison là-dessus et n'ajoute pas la fameuse clause dérogatoire? Votre collègue d'en face. Je pourrais vous soumettre des suggestions, mais je le ferai pas parce que je voudrais pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Mais je pense qu'on commence à voir clair au niveau de la clause dérogatoire. Vous, dans votre... et c'est, encore une fois, on ne s'entend pas, mais à la page 14 de votre mémoire, et je trouve ça honnête intellectuellement, même si je n'emprunterais pas, moi, cette voie-là, vous parlez
d'un groupe de travail à votre 12e recommandation, page 14. Vous parliez de la nécessité d'avoir un groupe de travail indépendant. J'ajoute le mot indépendant parce que je présume que c'est la mission que vous vouliez lui donner, chargé de faire une analyse exhaustive de tous les aspects liés à la laïcité dans la législation québécoise et laissés en plan par le projet de loi 60. Donc, vous, groupe de travail indépendant pour juger des autres implications et de la mise en œuvre, si vous voulez, de la laïcité. Comment recevez-vous, vous, la proposition du projet de loi 60 à l'article 33 qui va dans ce sens-là, mais à une seule différence près, c'est que votre expert indépendant, imaginez-vous, vous êtes bien assis, ce serait le ministre du Parti québécois. L'article 33, et je le lis, du projet de loi 60, le ministre propose au gouvernement toute mesure appropriée portant sur la neutralité religieuse et le caractère laïque de l'État. Et au 3e alinéa, on dit même, il fournit son expertise et sa collaboration aux organismes. Comment recevez-vous cette proposition du projet de loi extrêmement douteuse? Bien, là, je vous laisse le qualificatif, mais l'expertise du ministre peut venir d'un comité conseil, là. Conseil supérieur de l'éducation. J'ai été membre du Conseil supérieur de l'éducation. On conseille le ministre. Je pense que ça, c'est pas contradictoire avec ce que proposait Guy Rocher. Donc, le mandat pourrait être ce qu'on nous demande. On n'a pas pensé à un conseil de ce type-là. Mais ce qu'on trouve important, c'est que plein d'autres dimensions restent en plan après ce projet-là. On pense que c'est un morceau important. Okay? On sait que le Parti libéral veut aussi lutter contre l'intégrisme. C'est important. Tout projet de loi qui aurait pour fonction de lutter contre l'intégrisme inclurait les principales dispositions du projet de loi 60. Donc, on les accepte, même si ce n'est pas complet. Et même si on n'est pas d'accord là-dessus, je pense que vous envoyez un signal clair au ministre de changer ça, parce que quand il dit les fonctions du ministre et la responsabilité du ministre, ça laisse pas beaucoup de place à essayer de glisser un comité indépendant entre ça. Alors, je pense que votre message... On fait une suggestion, et puis voilà. Je pense que votre appel à la raison a été clairement lancé. Également, j'aimerais vous entendre justement sur la division que cela... Encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais force est de constater qu'il y a une grande division sur cet interdit de port des signes religieux au Québec. La nécessité, puis nous en sommes tous là au Québec, d'avoir un minimum de consensus qui, dans un cas aussi fondamental, que l'on soit pour ou contre, et que l'on décide pour nos concitoyens et concitoyennes qu'il y ait un minimum d'adhésion et de cohérence et de cohésion sociale. Alors vous, j'imagine, j'aimerais vous entendre là-dessus, vous le souhaiteriez, j'en suis convaincu, et comment vous, le débat, l'auriez-vous articulé pour atteindre ce nécessaire consensus? La question d'avoir nécessairement un consensus, on peut dire qu'un consensus est désirable. Il n'est pas absolument nécessaire. Il y a des cas où il est impossible d'obtenir un consensus. Si vous essayez de faire un consensus sur ceux qui préfèrent conduire à droite plus ceux qui préfèrent conduire à gauche, vous n'aurez pas de consensus. Désolé. Il y en a qui veulent toujours conduire à gauche, il y en a qui veulent toujours conduire à droite. Donc, vous ne pouvez pas... C'est un souhait, je dis c'est un souhait humaniste, on préfère convaincre que d'imposer. Mais lorsqu'on arrive au bout du débat et qu'il n'y a toujours pas de consensus, il faut cependant légiférer. Alors, on n'a pas le choix, c'est tout. Le ministre a pris soin de citer, et on l'entend beaucoup dire ces jours-ci, que c'est un choix politique et que le juridique a une certaine importance, mais ne devrait pas occuper la place qu'il occupe peut-être dans le débat présentement. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que néanmoins, sur la sphère ou de la sphère juridique, le ministre se rabat non pas sur l'opinion du barreau ou de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mais davantage préfère nous citer de la jurisprudence européenne. On parlait tout tantôt d'une entité qui venait de la Suisse et de la Cour européenne. Que répondez-vous à l'affirmation de la Commission des droits de la personne qui a basé, elle, son analyse juridique, pas sur ce qui se passe en Suisse ou en Europe, mais sur ce qui se passe ici au ras des pâquerettes, qui disait les données, je la cite en page 11 de son opinion, qui dit en passant que ça ne tient pas du tout la route, cette interdiction-là, en vertu du droit québécois.
et canadiens, les données d'enquête et du service conseil en accommodement raisonnable recueillies par la Commission ne rapportent aucune situation dans laquelle le port de signes religieux par un employé de l'État aurait menacé le principe de neutralité religieuse. Fin de la citation. Comment vous recevez-vous cette affirmation très claire de la Commission qui, elle, est ici dans notre réalité et qui a basé notamment là-dessus son opinion très claire à l'encontre du projet de loi 60? Le fait qu'il n'y ait pas de témoignage direct ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais prendre pour exemple ce qui s'est produit en France avec la commission Stasi. Le philosophe Henri Peña-Ruiz était un membre de la commission Stasi, un membre important. Et le comité, c'est en 2004, était divisé sur la question des signes religieux interdits ou non aux élèves des écoles primaires et secondaires en France. Donc, le problème, c'est qu'il n'y avait pas effectivement non plus beaucoup de réclamations. Mais ils ont pris la peine de recevoir en secret les témoignages des jeunes filles de ces musulmanes, de ces écoles. Et c'est ce qui a fait changer d'opinion et basculer la commission Stasi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est interdit aux élèves du secondaire et du primaire en France de porter des signes religieux. Donc vous ne pouvez pas vous fier seulement aux cas documentés et qui sont arrivés devant les tribunaux. C'est insuffisant. Et j'ajouterais que, en fait, l'avis du barreau n'est basé sur aucune jurisprudence puisque de tels cas n'ont jamais été présentés à la Cour. Ça traite d'autres situations que l'interdit de signes religieux dans la fonction publique. Ça n'a jamais été soumis. Et l'exemple du ministre, on l'a dans notre mémoire sur le droit international parce que le barreau dit que sur le droit international, la démonstration reste à faire. C'est étonnant d'entendre ça de la part d'avocats qui s'intéressent aux questions de laïcité, qui n'ont pas vu la jurisprudence internationale européenne. Ça, c'est pas inopportun, là, la jurisprudence européenne. L'article de la liberté de religion dans la Charte européenne, c'est le même que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. C'est beaucoup plus précis et détaillé que notre simple énoncé de droit à la liberté de religion dans nos deux chartes. Et malgré le détail que là, ils ont dit oui. À plusieurs cas, on a cité le cas d'Halal, et il y a d'autres éléments aussi, ça a été appliqué à la Suisse et à des enseignantes en Allemagne. C'est eux qui avancent le droit international, donc allez le voir, le droit international. Et... Le temps étant écoulé pour la partie, je sais que la députée de Bourassa-Sauvé aurait aimé, mais on vous susurre à l'oreille régulièrement le temps qui reste, alors moi je vais vous laisser gérer le temps, peu importe les parties, OK? Alors je reconnais la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Madame Jubainville, Monsieur Barry, Monsieur Virard, je vous salue. Merci pour votre mémoire. Je trouve ça intéressant d'entendre votre association qui se veut, et c'est écrit au début de votre mémoire, la voix des athées et des agnostiques. Et je pense que c'est important de répéter que, selon les chiffres que vous nous fournissez, athées et agnostiques, c'est près de 12% de la population au Québec. Alors, c'est beaucoup de monde. Avez-vous des chiffres plus récents à cet égard-là? Je préfère préciser que dans ceux qui se déclarent sans religion, il n'y a pas seulement que des athées et agnostiques. Manifestement, il y a des gens qui ont toutes sortes de croyances, mais ils n'appartiennent à aucun culte. Donc, c'est plus vaste. Et ils font ça. partie du 12%. D'accord. Cela dit, c'est quand même un groupe important et qui a tendance à grandir, voilà, au fil des années. Voilà. Doubler en 10 ans, c'est ce qui est écrit dans le mémoire d'ailleurs. Donc, je partage avec vous plusieurs points communs, naturellement la laïcité de l'État, et j'aimerais vous entendre, puisque mon temps imparti est assez limité, j'aimerais vous entendre à l'effet que vous êtes favorable, entre autres, vous en parlant en vertu du droit international, à l'interdiction de port de signes religieux. On parle dans les écoles, mais vous ne parlez pas uniquement pour les enseignants, vous dites également pour les enfants, pour les élèves, primaire, secondaire, et j'imagine peut-être cégep, université pour le Québec, ou uniquement plus jeunes, primaire, secondaire? Pour le primaire, secondaire, universitaire et pour les garderies. Oui. À la grandeur de l'appareil de l'éducation. Parfait. Donc, vous êtes en faveur de cette interdiction de port de signes religieux chez les élèves. Maintenant, ma question est la suivante. Dans tous les cas de figure, donc, pour cette interdiction, c'est au nom de quel principe
dans le PL 60 qu'on pourrait justifier cette interdiction de port de signes religieux chez les élèves, puisque l'esprit de la loi, et même vous l'avez répété, le ministre l'a répété, c'est d'interdire entre autres le port de signes religieux pour les employés de l'État, les agents de l'État. Alors comment est-ce qu'on peut justifier dans ce cas-là pour les élèves? La protection, on peut commencer déjà par la Convention sur la protection de l'enfance, que le Canada a signée également. Vous verrez à l'article 14 ce qu'on en dit sur la liberté de religion des enfants à partir d'un certain âge. Donc il y a déjà cet aspect-là qui fait qu'on ne peut pas laisser faire des choses à l'intérieur de l'école qui vont influencer négativement la liberté de conscience des élèves. Or, dans les éléments qui peuvent jouer contre la liberté de conscience des élèves, il y a l'intimidation par des coreligionnaires qui peuvent avoir des visions très différentes de la même religion et qui vont tenter d'imposer c'est de l'intimidation, leur vue à ces élèves. Le moyen que, en fait, la commission Stasi, pour en reparler en France, a trouvé, c'est d'interdire tous les signes religieux à l'école, ce qui diminue évidemment considérablement la pression, puisque tout le monde est rendu au même point pour les élèves. Oui, je voudrais ajouter aussi, comme Mme Desjardins l'a mentionné hier, que les enfants n'ont pas nécessairement atteint la maturité pour faire des choix pour eux-mêmes. Et puis qui peuvent simplement répondre à des pressions de leur communauté. On parlait de la cérémonie du voile pour les jeunes filles. Alors, donc, en ce sens-là, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas que ces enfants-là soient stigmatisés, puis on part de très jeunes enfants jusqu'à la fin du secondaire, pour dire que, justement, on veut empêcher ces enfants-là d'avoir à répondre à ces pressions-là. Donc, que l'école soit neutre pour tout le monde, puis que tout le monde puisse y aller de la même façon, que personne ne soit stigmatisé. Malheureusement, c'est tout le temps qui était... Merci. Je reconnais le député de Blainville. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'entrée de jeu, vous nous indiquez, et je comprends bien que c'est en raison de plusieurs éléments qui vous semblent importants, qui ne sont pas inclus dans la Charte. Vous nous dites, on semble peut-être un peu abusif de qualifier ce document-là de charte. On dirait plutôt que c'est une réglementation de port de signes religieux, parce qu'il manque plusieurs éléments, vous en avez mentionné quelques-uns. J'aime bien souligner, les nouveautés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent parfois, et c'est correct, c'est bien ainsi, parce que ça nous donne, en tout cas, le poids d'une mesure dans la société, ce que la société pense. Vous amenez deux éléments, un, en tout cas, qui m'apparaît assez nouveau, qui vous dites qu'il faudrait la peine de le regarder. C'est la contradiction entre la loi qui existe sur l'abattage des animaux sans cruauté et l'abattage rituel, je vais l'appeler ainsi. Et on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que c'est la première fois qu'on vient de nous parler de ça. J'aimerais peut-être vous entendre sur ce point-là. Et s'il nous reste du temps, j'aimerais que vous me clarifiez à la fin, un petit peu plus, peut-être par un exemple, l'amendement que vous proposez à l'article 366 du Code civil. Mais commençons par l'abattage d'animaux, parce que je pense que personne n'est venu nous parler de l'abattage rituel. J'ai cru voir sur la liste que quelqu'un allait venir, là, spécifiquement sur ce point-là. Mais en fait, vous avez une loi qui vise à limiter la souffrance animale au moment de l'abattage. Donc, c'est une loi humaniste, animaliste. On ne comprend pas pourquoi on pourrait exempter des abattoirs de l'application de ce principe pour des raisons religieuses. On a vu dans des textes français et belges qu'en Europe, c'est devenu la majorité des abattoirs qui procèdent de cette façon-là. Donc, la loi est rendue inopérante. Si on veut limiter la cruauté envers les animaux, on ne peut pas en même temps dire, allez-y si votre croyance religieuse vous autorise à être cruel envers l'animal. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est une exemption qui court-circuite la loi. Et il ne s'agirait pas là d'une incursion dans, justement, la liberté de pratique religieuse, parce qu'actuellement, on est plus dans l'État, la fonction publique, les signes ostentatoires. Là, ce que vous nous suggérez, est-ce qu'on ne pourrait pas s'opposer à ça en disant, un instant, ça fait partie des pratiques religieuses? Une des fonctions d'un État moderne, c'est de faire avancer ces principes-là et d'exercer une pression envers l'avancement des valeurs humanistes. C'est pas les religions qui mettent de l'avant et qui défendent au premier chef l'humanisme et les traitements sans cruauté envers les animaux, là.
Il y a des organismes aussi qui demandent que des droits quasi-humains soient accordés aux animaux. Donc, des choses qui se discutent, mais ça n'émane pas des religions. Sur l'article du Code civil, c'est que le Code civil donne d'office aux gens désignés par les religions ou les associations religieuses le pouvoir d'exercer une fonction qui appartient aux fonctionnaires du registre civil en administrant les mariages, donc en remplissant les registres de mariage. Nous, on est une association d'agnostiques et d'athées, donc qui représentons aussi des citoyens sur la base d'une conviction dans le domaine du religieux. Et on nous refuse ce droit d'office qui est donné aux représentants d'organisations religieuses. Donc, il y a une discrimination en fonction de la religion. Et notre plainte est reçue à la Commission des droits de la personne. Le problème aurait peut-être pu se régler uniquement par réglementation, d'avoir une interprétation un peu plus libérale de l'article 366 du Code civil, sinon de l'amender pour qu'on donne les mêmes droits à tout le monde. On ne demande pas de retirer ce droit-là aux organisations religieuses. En fait, tout organisme, et pourquoi pas un club de pêche. Moi, j'ai été marié par mon fils. Il y a des dispositions qui nous permettent de ne pas recourir aux religions. Mais la discrimination qui est faite, c'est qu'on le donne d'office aux représentants d'organisations religieuses et non pas aux représentants d'organisations agnostiques ou athées. Et voilà, malheureusement, le temps étant écoulé. Alors, Madame, Messieurs, je vous remercie pour votre mémoire, le temps que vous avez consacré à la préparer et à venir la présenter. Et je vais suspendre quelques instants afin de permettre à Madame Jocelyne Robert de venir prendre place.